Seconde partie de Judaïkan avec une projection le dimanche 15 décembre à 17h30 au centre communautaire ACI de Cannes du film écrit et réalisé par Yves Azerwal, Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen. À l'issue de la projection, Yves Azerwal dialoguera avec la salle et répondra à toutes vos questions. Pour brosser le personnage que nous allons recevoir, sachez qu'Yves Azerwal est un grand journaliste. Pour ceux qui se souviennent du titre de la publication, il a travaillé à Globe, dirigé à l'époque par Georges-Marc Benamou, que l'on a retrouvé ensuite dans le Nice Matin pour des chroniques. Il a participé à la création de 27 chaînes thématiques du bouquet Abessat, chargé du recrutement des équipes éditoriales des chaînes. Et puis à iTélé, Yves Azerwal assuma les fonctions de rédacteur en chef de la rédaction nationale et comme c'est un passionné d'histoire, il conçoit en 2007 pour France 2 le magazine Secrets d'Histoire, animé par Stéphane Bern actuellement et dont on connaît l'audience. Dernier point avant d'en venir aux questions, Yves Azerwal a confondé SOS Racisme et fut dans ses années d'étudiant un cadre important de l'Union des étudiants juifs de France. Yves Azerwal, bonjour. Bonjour. Par rapport au teaser et aux parties des réponses de vos interlocuteurs, on voit à peu près ce que vous voulez montrer. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés, des pressions, des menaces pour monter ce film ? Écoutez, avant de lancer les premières enquêtes et les premières interviews, j'ai évidemment fait une longue enquête et j'ai sorti de tous ces travaux de recherche et tout un certain nombre de noms, de personnes, de personnalités qui avaient travaillé sur ce sujet et qui étaient en accord avec ce que je pensais de l'islamo-gauchisme. Donc non, pour répondre à votre question, non, je n'ai subi aucune pression, ni aucun refus de la part de ceux que j'avais castés au préalable. Si on en revient à vos convictions, à votre militantisme passé avec SOS Racisme, que j'évoquais tout à l'heure, qui était SOS Racisme, c'était une réponse à une certaine ghettoisation des banlieues. Vous n'avez pas l'impression que depuis la création du slogan « Touche pas à mon pote », ça s'est un petit peu altéré depuis ? Et que ce slogan s'est un petit peu effrité ? Oui, pour répondre objectivement à votre question, oui, je pense que c'est un slogan qui date. C'est un slogan qui faisait appel à l'époque à un phénomène qui existait. C'est-à-dire que c'est vrai que les quartiers étaient défavorisés, que les pouvoirs publics n'aidaient pas trop dans ces quartiers les personnes qui y habitaient. Mais hélas, plutôt que de voir émerger des jeunes de quartier qui voulaient s'en sortir, etc., les pouvoirs publics, en laissant faire, en laissant agir, ont cédé la place à d'autres personnes, à des prédicateurs, à des grands frères barbus. Et c'est vrai que la fonction première de SOS Racisme, c'était l'intégration. Eh bien, on voit bien qu'il n'y a pas eu intégration, il n'y a pas eu assimilation. Il y a eu en revanche, et on le voit ces dernières années, des revendications identitaires. Vous dites que l'islamo-gauchisme, c'est cette alliance improbable entre la gauche radicale et l'islam politique. Pourquoi avoir employé l'adjectif d'improbable ? Écoutez, la gauche radicale est consubstantiellement laïque. C'est une gauche qui revendique sa laïcité, ses figures sont profondément laïques, et quand je parle d'alliance improbable, j'ajoute contre nature, parce que cette gauche radicale qui est laïque s'allie avec une branche la plus radicale d'un islam politique. Et c'est pour ça que je parle de son caractère improbable, parce que ça dépasse le sens commun, et on ne comprend pas très bien, ou plutôt si, on comprend très bien, et je l'expliquerai plus tard, et je l'explique dans le documentaire, pourquoi ces deux opposés, cet oxymore, cet islam radical et ce gauchisme laïque ont fusionné. Avec ce film, Yves Azerwal, vous mettez en lumière les incohérences idéologiques inquiétantes parmi la gauche, ces extrêmes et l'islam radical. Vous pointez vraiment le doigt dessus. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du slogan « Pas d'amalgame » et comment doit-on le comprendre ?
Ah bah le pas d'amalgame a été inventé à la fois par les islamistes radicaux et par la gauche radicale. Ça nous empêche toute critique. C'est-à-dire que dès lors qu'on critique la religion musulmane, dans ses excès, dans ses folies, parfois dans ses assassinats, on le voit avec le meurtre de juifs qui ont été commis au nom de l'islam. Alors d'un islam dévoyé peut-être, mais ceux qui ont tué des juifs en France l'ont fait au nom de l'islam. Peut-être de leur islam à eux, mais il n'en demeure pas moins que c'était au nom de l'islam. Eh bien le pas d'amalgame, c'est d'emblée, lorsqu'on pointe ces crimes, lorsqu'on pointe ces injures, etc., les opposants, nos opposants, nous mettent d'emblée le mot pas d'amalgame. C'est-à-dire que pour eux, il ne faut pas faire de lien entre la religion musulmane et c'est fou, disent-ils. Voilà ce que ça veut dire pas d'amalgame. En fait, c'est une manière pour eux de clore tout débat. Yves Azeroual, pour pousser un petit peu plus loin cette question, est-ce que l'islam radical est dangereux? Bah, non seulement il est dangereux, mais il est meurtrier. L'islam radical, il a commis des meurtres, mais pas seulement à l'endroit de la communauté juive, mais aussi, on le voit, partout dans le monde. Les attentats, le 11 septembre, le Bataclan, l'Hypercacher, tout ça, ça a été commis au nom de l'islam, d'un islam radical, d'un islam politique, d'un islam qui préfère les lois de la charia aux lois de la République. Il est dangereux, il est criminel, et dans mon documentaire, j'ai voulu dénoncer cette alliance que je disais improbable entre cette gauche laïque qui fait alliance avec le pire des islamistes. Yves Azeroual, dans le teaser que tout le monde peut voir, vous posez une question importante. Comment ces acteurs libertaires se sont-ils brusquement pris de passion pour l'islam radical? Pragmatiquement, ces acteurs libertaires dont vous parlez dans le teaser, qui sont-ils? Alors, c'est toute cette gauche qui va d'une partie du Parti socialiste à l'extrême gauche, pour donner un nom et des visages pour que vos auditeurs comprennent bien de quoi il retourne. C'est Benoît Hamon qui a, n'oubliez pas, emporté la primaire socialiste, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, tous les députés de la France insoumise, Clémentine Autain, Daniel Obono, mais aussi les dirigeants de la CGT, les dirigeants, les Besancenot, toute cette frange de l'aile gauche du Parti socialiste à l'extrême gauche, qui ont pour seule vocation et ambition d'aller, et qui sont orphelins d'une révolution, et orphelins d'un électorat. Et pour eux, la démarche est simple. Elle est à la fois électoraliste et, entre guillemets, droit de l'homiste. Pour eux, les nouveaux prolétaires, ce sont les musulmans. Et comment vont-ils conquérir le pouvoir selon cette gauche radicale? Eh bien, ils vont la conquérir en essayant de drainer les voix qu'ils pensent trouver dans les banlieues. D'ailleurs, dans mon documentaire, l'ancien responsable des questions internationales de Jean-Luc Mélenchon, celui-ci, il s'appelle Georges Kuzmanovic et il a quitté le parti pour ces raisons-là, il le dit. Jean-Luc Mélenchon prétend qu'il a perdu, enfin constate qu'il a perdu au premier tour de la présidentielle parce qu'il lui a manqué 600 000 voix. Eh bien son parti et lui-même sont en quête de ces 600 000 voix manquantes et pour eux, ils vont aller les trouver dans les quartiers, dans les banlieues. Alors ces acteurs libertaires, vous les placez donc à gauche, à l'extrême gauche, communiste, trotskiste, vous venez de le dire, la France insoumise, vous englobez aussi le PS. Une partie du PS. Une partie du PS simplement? Justement parce cette partie a du mal à différencier entre antisionisme et antisémitisme. Oui, on l'a vu lors du vote. D'ailleurs, tous les députés Olivier Faure, le responsable du Parti socialiste, ont voté, se sont abstenus, je crois, concernant ce vote. Il y a un silence de la gauche. Il y a une longue séquence dans le documentaire qui parle de ce silence de la gauche concernant cette poussée de l'antisémitisme en France. Pour eux, il est inconcevable que de prétendues victimes du racisme, c'est-à-dire les jeunes de banlieue, puissent être aussi les auteurs d'actes antisémites. Ils ne conçoivent pas. Leur logiciel ne va pas jusque-là. Or, il se trouve que les auteurs des actes antisémites sont
globalement, majoritairement issus de cet islam-là. Ce n'est pas faire acte de racisme que de le dire, c'est un constat. Tous les meurtres antisémites depuis les années 2000 ont été commis par des musulmans. C'est une réalité. Alors après, qu'il s'agisse d'islam intégriste, d'islam radical, on fera la sélection. Mais c'est une réalité. Or, cette gauche-là ne veut pas l'entendre, ne veut pas le voir. Regardez, il y a eu une émission de télé à laquelle a participé Edoui Plenel, qui est une des figures de cet islamo-gauchisme. Je rappelle qu'Edoui Plenel est l'ancien patron du Monde et qu'aujourd'hui il est à la tête de Mediapart. Un canard très influent, enfin un site internet très influent. Eh bien, au lendemain de cette manifestation qui a eu lieu à Paris contre, entre guillemets, l'islamophobie, dans laquelle on a vu des personnes porter une étoile jaune, eh bien, Edoui Plenel... Une petite fille, d'ailleurs. Une petite fille, entre autres, mais il y avait nombre de personnes qui la portaient, qui l'affichaient, qui revendiquaient, soi-disant, le statut des musulmans aujourd'hui serait égal au statut des juifs en 1942, dans la France de Vichy. Eh bien, Edoui Plenel a nié que des personnes portaient. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le silence, on est dans le déni aujourd'hui. Et c'est ça que je dénonce dans ce documentaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un islamisme de gauche qui se réveille? Il y a alors pas un islamisme de gauche, parce que ces gens de gauche sont toujours laïcs. Mais en revanche, je dis à un moment qu'ils seront les idiots utiles. Je pense que ce que... Non, j'entends bien un islamisme de gauche, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'islam et qui sont de gauche, automatiquement, non, pour faciliter le lien avec la gauche française. Je comprends pardonnez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas un islamisme de gauche. Ils ont été chercher, ces gens de gauche, on va dire un islam social, entre guillemets. Et à leurs yeux, celui qui incarnait le mieux l'islam social, c'était Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, les frères musulmans, dont on sait que le grand-père a fondé les frères musulmans, cette confrérie radicale, antisémite, eh bien, ils ont cru que cet islam-là, cet islam des frères musulmans, était pas de gauche, mais social. Et ils se sont unis avec elle. Mais évidemment, ça n'a rien de social, ça n'a rien de gauche, et cet islam n'a qu'une ambition, c'est de conquérir le pouvoir. Alors, question très simple, là, ces islamistes de gauche, combien sont-ils en nombre? Qu'est-ce qu'ils représentent? Alors, en fait, je le dis d'emblée, ils sont très peu nombreux. Mais le problème, c'est qu'ils sont très influents dans les médias. Ils ont des relais, à la fois à la Ligue des droits de l'homme, dans des associations et des institutions laïques, dans des institutions de l'éducation nationale, ils sont très présents dans les médias, ils sont très présents à l'université. C'est-à-dire qu'ici, le nombre importe peu. C'est l'influence qui compte, et leur influence est très grande, et elle s'étend, et elle est permissive. C'est-à-dire qu'elle permet à un certain nombre de personnes, même chez les journalistes, pas tous les journalistes, pas toute la presse, mais aussi un certain nombre de journalistes écoutent ces sirènes de cet islamo-gauchisme. Alors, dans les acteurs libertaires dont on a parlé tout à l'heure, il y a la France insoumise et ses idées. Est-ce que la France insoumise n'est pas la nouvelle gauche avec en termes de voix, d'électeurs, de puissance électorale, oui, incontestablement. Parce que le PS ne représente plus grand-chose. Bien évidemment, le PS, je me souviens plus, ils ont fait moins de 5%, Benoît Hamon a fait moins de 5%, mais j'ai envie de dire que c'est la faute aux militants du PS. Les militants du PS ont préféré Benoît Hamon, qui est à mes yeux un islamo-gauchiste, à Manuel Valls, qui est un républicain, laïque, qui défendait liberté, égalité, fraternité, laïcité. Eh bien, ces électeurs de ce parti socialiste ont fait fuir, j'ai envie de dire, des gens comme moi, des gens qui peut-être naguère votaient socialiste et qui aujourd'hui ne veulent pas de ce parti socialiste-là qui fait les yeux de chimène aux islamistes radicaux. La réalité, c'est que aujourd'hui, cette gauche-là est orpheline d'un prolétariat, est orpheline d'une révolution et n'a plus d'électorat. Et l'électorat se retrouve où? Cet électorat de gauche extrême, eh bien, il se retrouve dans la France insoumise.
Alors, est-ce qu'une partie du PS, pour des raisons électorales, est-ce qu'elle n'a pas, allez, je mets ça entre guillemets, laissé faire, pour ne pas dire favoriser, justement l'éclosion de l'islamo-gauchisme? Ah oui, je pense même que mieux, je pense qu'elle est idéologiquement, cette partie du Parti Socialiste était idéologiquement proche de ces idées-là. Encore une fois, c'est une stratégie à la fois électorale et idéologique. Électorale et idéologique pour une raison toute simple. C'est-à-dire que, je l'ai dit, mais ça a été pensé par un militant anglais qui a dit, voilà, la gauche perd ses soutiens. N'a plus ce prolétariat, il n'existe plus ces grands prolétaires des mines, de la sidérurgie, etc. Tout ça, c'est effacé. Eh bien, où allons-nous chercher, pense-t-il, ces voix-là et ce prolétariat? Eh bien, pour eux, ce nouveau prolétariat se trouve dans les quartiers. Et cette gauche socialiste, une partie de cette gauche socialiste, croit avoir trouvé la réponse à tous leurs maux, la panacée à tous leurs maux dans cet électorat-là. Pour leur réélection ou la panacée à tous leurs maux? Non, pour leur réélection, ce qu'ils se plantent parce qu'on le voit élection après élection, les électeurs de cette gauche socialiste s'en vont à grandes enjambées, fuient le Parti socialiste, qui devient comme une peau de chagrin. Et aussi par, oui, ils veulent reconquérir de voix. Mais simplement, ils confondent la communauté musulmane comme si cette communauté votait comme un seul homme. Ils se trompent. D'abord, il y a au sein de cette communauté musulmane des laïcs et des gens qui préfèrent la République aux barbus. Tous les musulmans de France ne souhaitent pas vivre sous le poids de cet islam radical. Et cette gauche socialiste, non seulement perd le combat électoral, mais perd aussi ce qui a fait le fondement de ce Parti socialiste, des Jaurès, des Blum, des Mendes, etc. Ils sont en train de vendre leur âme. Dans le film, vous employez l'expression « idiot utile ». Alors j'ai regardé dans le dictionnaire pour être beaucoup plus sûr. La définition donc est « qui manque d'intelligence, de bon sens ». Yves Azerwal, sont-ils ces personnages naïfs pour manquer de bon sens ou c'est plutôt leur soutien qui perce, leur antisémitisme qui perce à travers leur soutien? Alors les idiots utiles, c'est une vieille formule utilisée pendant la révolution bolchevique par Lénine, Trotsky, etc. Ce sont ceux qui c'était, pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est le Parti communiste qui, pendant les années staliniennes, servait de relais de propagande aux thèses staliniennes en disant que le Parti communiste, le communisme, c'était les lendemains qui chantent. Or, on le voit, les idiots utiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui, pas écervelées, parce que je ne sais pas si elles le font de bonne foi, mais en tout cas, elles seront les idiots utiles, c'est-à-dire qu'elles seront les laissés pour compte de l'histoire, parce qu'elles servent une cause qui est meurtrière, qui assassine, et ils confondent, plutôt que de venir en aide aux victimes, ils soutiennent les auteurs de crimes. Vous parliez d'antisémitisme, de crimes antisémites. Souvenez-vous ce qui s'est passé au lendemain des attentats du World Trade Center. Plutôt que de venir en aide aux victimes, il y a eu des gens qui se sont levés, et je fais référence à ce que vous avez dit au début de notre conversation, en criant « pas d'amalgame ». Il fallait venir en défense des musulmans qui, sous prétexte de ce qui venait de se passer, allaient être les victimes de pogroms ou je ne sais quoi. Or, ce qu'il fallait faire à cette époque-là, c'est de venir en aide aux victimes et dénoncer cet islam radical, ce qui n'a pas été fait et ce qui continue de ne pas être fait. Alors on est passé du pas d'amalgame à le CCIF, le Conseil contre l'islamophobie, a créé ce terme-là, d'islamophobie, qui interdit tout débat, tout discours. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de critiquer l'islam. Or, je dis, en France, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi, le délit de blasphème n'existe pas. On a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer toute religion. Or, dès lors qu'on critique l'islam, tout de suite, on est traité d'islamophobe. Et ça, il faut que les tenants de la laïcité, même de la République, même du vivre ensemble, puissent le faire.
Yves Azerwal, on va revenir au film. Quel est ou quels sont les interlocuteurs qui vous ont le plus impressionné, positivement ou négativement? Alors négativement, aucun, parce que je les ai, vous savez, quand on réalise un documentaire, avant d'inviter des personnes, et vous le savez Alexandre, il faut les caster. On les appelle, on parle avec eux, on voit ce qu'ils ont à dire, jusqu'où ils pourront le dire, etc. Donc tous les 19 intervenants que j'ai choisis en fonction de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs écrits, de leurs prises de position, correspondent au scénario que j'avais écrit. Maintenant, ceux qui m'ont le plus impressionné, j'ai pas envie de décerner des tableaux d'honneur ou des billets de satisfaction, mais c'est vrai que Pascal Bruckner, Raphaël Enthoven, Caroline Forest, Philippe Val sortent du lot. Il y a un sociologue, Danny Trom, qui a une analyse très fine. Il intervient très peu dans le documentaire, mais quand il intervient sur la différence entre le racisme et l'antisémitisme, c'est aussi un point de vue très, très intéressant, très impressionnant. Non, vraiment, les 19 intervenants ont leur mot à dire, parlent juste et parlent au bon moment. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte de choisir dans leurs interventions celles des interventions qui étaient le plus opportunes. Yves Azerwal, le titre du film, qui sera projeté dimanche à 17h30, est « Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen ». Vous nous avez parlé d'islamo-gauchisme, mais que vient faire la trahison du rêve européen? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette expression? Alors, je veux parler que cet islamo-gauchisme n'est pas un phénomène franco-français. Cet islamo-gauchisme est présent en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Et d'ailleurs, je consacre une longue séquence à ce qui s'est passé lors de la Saint-Sylvestre 2016-2017 à Cologne. Dans ce documentaire, je rappelle les faits et je rappelle comment les islamo-gauchistes ont essayé de nier une réalité, c'est-à-dire ce viol collectif de jeunes filles et de jeunes femmes allemandes fait par des musulmans. On a voulu cacher, on a voulu taire, etc. Et les islamo-gauchistes d'emblée se sont mobilisés pour dire attention, pas d'amalgame, encore une fois. Or, il y a une pire de choses que de ne pas dire la vérité. Taire une vérité est pire. Et là, on a tué une vérité. Eh bien, ce que je veux dire par la trahison du rêve européen, c'est que ce rêve européen qui était un rêve d'union, de fraternité, de laïcité, il est en train de subir les coups de butoir de ces islamo-gauchistes, et qui en bénéficie, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui, partout en Europe, récolte des voix. On le voit en France. Il ne faut pas oublier que le parti du Rassemblement national a atteint les plus de 10 millions de voix. On l'a vu en Espagne récemment, on le voit en Allemagne, etc. Voilà la réalité. Et voilà, par exemple, en Angleterre, un Corbyn qui est le leader de la gauche britannique, qui est un islamo-gauchiste et dont une partie du parti est antisémite. Voilà ce que je dénonce et voilà pourquoi je parle de trahison du rêve européen, parce que ce rêve qu'ont voulu les pères fondateurs de l'Europe, aujourd'hui, il est bafoué par cet islam radical qui essaye de faire passer la charia, la loi islamique, plutôt que la République pour la France et la laïcité pour d'autres pays. Yves Azerwal, on dit que la majeure partie de la droite est européenne. Est-ce que la gauche est encore européenne? Ouais, elle est de moins en moins. Non, je ne sais pas si elle l'est de moins en moins, mais on va dire que les électeurs se tournent de plus en plus vers une droite européenne, mais pas toute la droite. La droite du Pont-Aignan, la droite ou la droite extrême de Marine Le Pen ne sont pas européennes. Et une partie de l'extrême gauche, une forte partie de l'extrême gauche n'est pas européenne. Donc il y a un entre-deux. En revanche, ce que je voulais dire, j'en parle un petit peu dans le film, c'est que c'est vrai que cette gauche radicale est islamo-gauchiste, mais il y a ici et là en France, dans certaines régions parisiennes, dans certains quartiers, etc., des élus de droite qui aussi sont sensibles à cet islamo-gauchisme pour une raison toute simple, c'est qu'ils veulent se faire réélire et qu'ils écoutent cet islam radical.
Yves Zerwal, à l'issue des différentes projections, des débats qui ont suivi, quelle est votre conviction? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que le gouvernement, il en fait assez pour juguler l'islam radical, ou alors il a les mains liées? Écoutez, on attend. Alors Sarkozy avait promis de réformer l'islam. François Hollande, sur cette question-là, il n'a absolument rien fait. Et depuis 2 ans, Emmanuel Macron nous dit que bientôt il va faire une grande consultation pour justement réformer l'islam en France. Or, on ne voit rien venir, et c'est inquiétant. Et pendant ce temps-là, les salafistes, les frères musulmans prennent de plus en plus d'importance, prennent de plus en plus de poids en France. J'ai envie de dire que le baromètre, c'est dans pas très longtemps. Ça sera pendant les municipales de 2020. On verra si oui ou non ces listes communautaristes ou ces listes qui auront à leur tête des personnalités issues de la communauté musulmane, mais d'une partie de cette communauté qui est la plus radicale, est-ce qu'ils vont, dans une partie des banlieues de la périphérie de Paris, mais aussi la périphérie de Cannes ou de Nice ou du Grand Nord, etc., de France, est-ce qu'ils vont conquérir des municipalités? C'est ça l'enjeu. On verra, et là on aura grandeur nature l'état des forces en présence et l'état de cette non-vigilance de nos gouvernants, hélas, qui laissent passer, pour des raisons électoralistes, mais aussi parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les banlieues s'enflamment, ils ont peur que les islamo-gauchistes, justement, les traitent de tous les noms et leur font porter un chapeau trop grand pour eux. Je recevais pour la partie magazine de Judaïka Yves Zerwal, le réalisateur du film qui sera projeté le dimanche 15 décembre à 17h30 au centre communautaire ACI de Cannes, Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen. À l'issue de la projection, Yves Zerwal dialoguera avec la salle et répondra à toutes vos questions. Yves Zerwal, merci pour votre éclairage et, encore une fois, mes compliments pour votre travail. Merci beaucoup à vous, Alexandre, et à très bientôt à vos auditeurs. Le rendez-vous pour cette projection. À dimanche alors. À dimanche, merci.